Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut, bienvenue sur le podcast de Contournement. J'ai la chance aujourd'hui d'être chez Rocky, chez Kylian et Romain. Bon, tout de suite, les gens vont deviner d'où vient le nom de votre agence, mais vous pourrez nous raconter quand même. Je sais qu'il y a une petite anecdote en plus derrière, donc vous pourrez la raconter. Voilà, on est à Marseille, dans vos bureaux, qui sont très sympas. Merci de m'avoir accueilli. Et aujourd'hui, on va parler de no-code, évidemment, comme dans tous les épisodes du podcast, mais aussi de vos parcours et de cette agence que vous avez cofondée. Je ne sais même pas il y a combien de temps. Déjà, j'aurais dû faire un peu plus de recherche, mais c'est pas grave, vous allez nous raconter tout ça. Salut Kylian, salut Romain. Salut. Et bienvenue dans le podcast. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter, tout simplement. On va commencer par Kylian, parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. En fait, juste avant de commencer, je vais commencer par une petite anecdote, parce que je pense que c'est que la première fois que je suis venu à Marseille, enfin en fait techniquement c'était la deuxième fois, mais la première fois que je suis vraiment venu et que j'ai bien aimé cette ville, en fait c'est là qu'on s'est rencontrés, tu te souviens. Il y a un petit apéro que je crois Thibaut avait organisé, je sais pas, on était 8, et c'était un très bon moment, c'était il y a 2 ans, un peu plus. 3 ans maintenant, déjà, ça passe vite. Et en fait, depuis ce moment-là, en fait, je suis revenu plein de fois à Marseille parce que c'était déjà un bon moment cette soirée-là de se rencontrer, de voir qu'il y avait des gens motivés. Et puis après, le lendemain, je me suis baladé dans Marseille, j'ai beaucoup aimé. Et puis depuis, je suis revenu, je sais pas, presque 10 fois, je crois. Ouais, quand même. Donc voilà, tu restes toujours un peu associé aussi pour moi à ce premier petit événement un petit peu fondateur, on va dire, de la communauté no-code à Marseille. Je te laisse la parole. Merci de nous accueillir sur ton podcast. Moi, c'est Kylian, donc le Ki de Rocky. Pour me présenter brièvement, école de commerce sur Marseille. Alors moi, je suis un pur produit marseillais. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici et j'ai monté ma boîte ici. Donc vraiment, je reste ancré à Marseille. École de commerce. Derrière, je voulais monter des projets, mais je savais pas coder. Donc c'est pour ça que j'ai fait la formation du wagon. Alors c'était le tout début du wagon. Pour la petite anecdote, j'ai fait le batch 37. Je crois qu'aujourd'hui on est au batch peut-être 1006 ou 1700. C'est impressionnant. Donc il y a 8 ans. Suite à ça, j'ai travaillé pour la franchise du wagon à Marseille, pour développer le bootcamp dans sa globalité. Ensuite, au bout de 2 ans, j'ai rejoint une boîte, on en parlera, que Romain avait cofondée dans la logistique en tant que designer, parce que c'est vraiment mon premier amour de faire du design. À l'époque, il n'y avait pas Figma, pas Sketch, c'était tout sur Photoshop. Et puis, on aimait bien travailler ensemble. J'ai découvert le no-code pendant le Covid et du coup, on s'est lancé là-dedans. Ok, trop bien. C'est assez varié entre l'école de commerce, le design et puis le code quand même, et puis le no-code. C'est très varié, mais au final, c'est tout se complète. C'est tout se complète. C'est les 3 piliers en fait de l'agence, à savoir le produit, le design et le dev, quoi. Ok, super intéressant. On y reviendra de toute façon. Romain ? Salut à tous, donc moi c'est Romain, j'ai 43 ans, j'ai fait des études plutôt orientées finance, j'ai travaillé dans la finance pendant très longtemps, en finance d'entreprise, en ingénierie financière pour les grandes entreprises de la région ici sur le territoire, on va dire métropolitain Aix-Marseille. Je me suis retrouvé, j'ai eu l'opportunité de créer un département au sein d'un groupe bancaire pour les startups et l'innovation. Et donc, ça a été l'occasion de trouver un guichet en fait, pour toutes les entreprises qui étaient incomprises et du coup mal accompagnées par le secteur bancaire. Et puis, ça m'a permis de découvrir l'écosystème, la tech, la French Tech, tout ce qui se passe autour. J'ai cofondé 2 startups, une première en biotechnologie, une deuxième transport et logistique, dans laquelle on a bossé ensemble avec Kylian. Pour la petite histoire, à l'époque où je travaillais à la banque, j'étais le banquier du wagon. Okay. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Kylian. J'étais invité au Démo Day et puis on a fait quelques soirées ensemble.
Ouais, je me souviens d'une soirée un peu arrosée où à 2h du mat, il a fini par comprendre que j'étais le banquier de sa boîte et du coup, il a eu, J'avais peur d'avoir un, dit des conneries, mais il a eu un peu des sueurs froides, mais non, hein, c'était cool, quoi. Et puis bah, comme dit Kylian, post-Covid, il m'a appelé pour me dire viens chez moi, faut que je te montre un truc, c'est du no-code. Moi à l'époque, pour faire l'histoire courte, je venais de dépenser 1,5 million d'euros dans ma deuxième startup pour faire une plateforme B2B. Et donc il m'appelle à la maison, il me parle de no-code. J'ai dit non mais le no-code c'est pas sérieux, on peut pas faire des trucs bien avec. D'autant plus persuadé que je venais avec la boîte de Fallait que dépenser tu te rassures un beaucoup peu. d'argent. Évidemment, hein, c'est la réduction de la dissonance cognitive. Hein, pour pas devenir fou, le cerveau il t'invente des histoires. Et puis quand je suis arrivé chez lui, bah, il m'a montré Bubble. Je me suis dit tiens c'est pas mal quand même. Et puis j'ai commencé à lui poser 2-3 questions. Est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Puis il me répondait oui à chaque fois. Je lui dis écoute, je crois qu'il y a un truc là, c'est pas possible. Je connais moi très bien le monde des entreprises. Dans toutes les entreprises, il y a des organisations qui sont très archaïques, très peu digitalisées. Et ton truc, là, le no-code, ça m'a tout l'air d'être un outil absolument génial dont toutes les entreprises ont besoin. Alors, elles ne le savent pas forcément, mais en tout cas, elles en ont besoin. Et on s'est dit, bah, écoute, on va creuser, on va regarder un peu ce que c'est ce truc-là, Bubble. Au début, voilà, on connaissait que ça, Bubble. Aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'on est plutôt bien tombé. Hein. On aurait pu tomber sur un autre outil, peut-être franchement moins bien. Aujourd'hui, on est hyper content d'être tombé sur Bubble. Et puis bah, on a trouvé un premier client, on s'est mis à bosser ensemble. On a montré ce qu'on avait fait à plein d'autres boîtes. Et puis tout le monde disait c'est génial, on veut la même chose, on veut pareil, mais pas tout à fait. Et puis, 6 mois plus tard, on était complètement débordés de travail tous les deux. Mais alors j'ai 2 questions, parce que avant de commencer l'agence, bon, on n'y est pas encore, mais là, on y arrive, j'ai l'impression, avec ce que tu nous as raconté. Toi, tu n'avais jamais fait de Presta, Robin. Enfin, pas de Presta, je sais pas, d'agent, enfin, tu vois, Alors, j'avais fait un petit peu de Presta, puisque j'étais en transition. À ce moment-là, j'étais DAF à temps partagé. Ok, d'accord. Et en fait, la première mission, Bubble, c'est une mission que j'ai fait en sous-marin au travers de ma mission de DAF à temps partagé en disant ok, d'accord. le fait d'être DAF, tu as accès à toute la boîte, tu es capable de tout décortiquer et de dire attendez, là il y a des fuites de rentabilité, là c'est pas efficace, là il faudrait digitaliser les trucs, là on perd du temps là-dessus. Il faut un outil. Cet outil, je vais le faire. Et c'est comme ça qu'on a infiltré du Bubble en fait dans une mission qui à la base est une mission financière, Excel et relativement chiante. D'accord, mais donc tu étais en freelance déjà. Oui. Et toi aussi, Kylian. Alors, toi qui faisais déjà du Bubble. Ouais, alors j'avais déjà une première expérience en agence parce que au wagon, je m'étais déjà amusé à automatiser pas mal de choses, sachant que les bootcamps c'est hyper cyclique, hein, c'est des bootcamps de 9 semaines, il y en a 4 par an. C'est tout le temps la même chose, c'est régulièrement les mêmes profs, donc le but du jeu c'était d'automatiser un maximum de choses. Et derrière on avait avec les 2 fondateurs cofondé une agence et le but du jeu c'était de prendre des profs, des alumni et de répondre à des projets, de faire les projets tous ensemble. Ok. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et avant de partir dans la boîte de Romain. Ok, d'accord. Ok. Et donc vous commencez à 2, mais de freelance, quoi. Exactement. Ou alors vous vous êtes dit, on fait une agence. Non, 2 freelance. Au départ, on ne sait pas où on va. Au départ, on creuse en fait. Hein. Simplement, on est là, on est curieux, on creuse. L'idée, c'est de dire, est-ce que vraiment on peut faire avec Bubble, est-ce qu'on est capable d'apporter des outils pro aux entreprises? C'était vraiment l'objectif, c'était de se dire, on veut travailler pour des entreprises et on veut apporter des outils vraiment professionnel. Aujourd'hui, si on prend le cahier des charges d'une app d'une entreprise, on va être capable de faire globalement à peu près la même chose. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte que à creuser, le puits était sans fond et que surtout, peu de temps après, Bubble a fait sa levée de 100 millions et on s'est retrouvé avec des gens avec un trou qui était de plus en plus profond et nous qui n'arrivions pas à creuser aussi vite que le trou devenait profond, quoi. Donc on s'est dit, waouh, en fait, à 360 degrés, jusqu'à présent, il n'y a rien qu'on n'ait pas réussi à faire.
On fait un premier projet, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et puis on se rend compte que à chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois qu'il y a des portes qui se restent devant nous, à chaque fois qu'il y a des obstacles, on est capable de les contourner, on est capable de les franchir, on est capable de trouver une solution. Et c'est ça qui est assez formidable dans ces outils no-code / low-code, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'échappatoires. Et c'est ça qui nous a donné confiance en disant, un, il y a un marché, il y a de la demande, deux, on adore faire ça et on adore travailler ensemble. Parce que vraiment, c'est ce qu'on avait découvert en bossant ensemble dans cette startup. Et pendant le Covid, quand on s'est quitté quelques mois, moi j'avais des fonctions de mandataire, ça a été un peu plus compliqué que Kylian a quitté. Mais vraiment, quand il est parti au départ, on a dit putain, fait chier, on kiffe tellement travailler ensemble, c'est tellement efficace quand on travaille ensemble. Vraiment, il y avait ce coup de foudre un peu professionnel. On disait, quand on passe une journée ensemble, à la fin de la journée, on est tellement content et on a l'impression d'avoir fait des trucs tellement de ouf que c'était trop bien, on avait de recommencer. Et du coup, naturellement, on s'est retrouvé à bosser sans vraiment le faire exprès, sans vraiment le prévoir, sans... C'était vraiment un hasard, quoi. Et là où ça a marché bien, c'est que Romain, avec son passé de banquier, il le dit pas, mais il a accompagné... je sais pas combien de boîtes, mais c'est peut-être se compter en milliers de boîtes, quoi, 1000, 1200 boîtes, que ce soit financement d'une start-up ou le financement de la tour CMA-CGM. Donc, il avait une connaissance énorme de tous les secteurs d'activité. Moi, j'avais un amour du design et je faisais du Figma à fond. Et on se retrouve tous les deux à faire du dev sur Bubble. Donc, en fait, on était capable de comprendre le besoin d'un client, moi de le designer. Lui qui me pilotait en live en disant non, il faut pas faire ça, il faut faire ça en design, donc ça allait hyper vite. Et dès que le design était posé, on se mettait à deux, on faisait le dev, donc on était à deux capables de tout faire, quoi. Ok, trop bien. Une belle rencontre à la fois, j'ai l'impression. Belle rencontre et coup de foot professionnel, mais aussi les bons sets de compétences qui se complètent. Oui. Si vous aviez été deux passionnés juste de Bubble sans rien d'autre, tu vois, c'est c'est plus compliqué, ouais, c'est sûr. Et c'est un peu plus profond que ça, parce que du coup, on est aussi deux passionnés de sport et d'escalade, puisque Kylian ne le dit pas, mais il a été champion de France d'escalade, il a un niveau pro en escalade, c'est une vraie machine. Donc très très fort. Et moi j'ai grandi dans l'escalade, mes deux parents grimpeurs depuis tout petit, moi grimpé depuis tout petit. Et du coup, avant même qu'on bosse ensemble dans la startup, on allait grimper ensemble déjà. Je pense qu'on a aussi pas mal de valeurs similaires, certainement qui tournent un peu autour de la grimpe, de la montagne, cet esprit un peu nature. Pour la petite anecdote, c'est rigolo, mais j'avais signé le CDI pour la boîte de Romain. J'étais en t-shirt, short, pieds nus à la salle d'escalade plein de magnésie. Et on a signé ça à 22h30 autour d'une bière sur le comptoir. Donc, c'était la petite anecdote. Okay. Mais voilà, vraiment, l'escalade, maintenant, on en fait toutes les semaines ensemble. Il y a ma femme, il y a mon père, de temps en temps, et mon frère. C'est vraiment une histoire familiale. Non, c'est chouette, c'est important, je trouve, que vous racontez ça, parce que je trouve que c'est pas juste anecdotique. C'est que je pense que l'association, au sens professionnel, entrepreneurial, c'est pas du tout un truc qui est évident. C'est même au contraire très difficile, et je pense que malheureusement plein de gens ont eu des très mauvaises expériences d'association, et je pense quand même que ça aide vachement d'avoir à la fois des points communs, en tout cas c'est ce que vous révélez, et aussi des choses qui se complètent, de ne pas se superposer trop, parce que déjà c'est efficace, tu dis à deux, vous pouvez faire beaucoup plus de choses parce que les compétences, et puis en plus quand ça se superpose, c'est là aussi les désaccords peuvent arriver, quoi. Et donc j'imagine vous faites une confiance sur le design par exemple, c'est ton truc, et donc il y a une confiance, c'est ça, ce qui n'exclut pas de se compléter, et puis vice versa. Enfin tu vois, ça je trouve que c'est assez moi j'ai l'impression d'avoir la chance de vivre ça aussi un peu avec mon associé Erwan, et j'ai envie de dire quelque part c'est peut-être un peu un des premiers conseils je trouve que vous pourriez donner, en tout cas que votre exemple donne, c'est de s'associer avec les bonnes personnes, quoi, et de pas se dire juste il y a une opportunité, faisons ça ensemble. Il faut avoir des liens profonds, c'est pas mal, quoi. Ouais. Ce qui est certain, c'est que sur le sujet de l'association malencontreuse, je m'y connais un petit peu, puisque sur les deux premières startups, globalement, si ça n'a pas fonctionné, c'était en premier lieu pour des raisons interpersonnelles et de culture et de plein de choses avec mon ou mes associés. Et globalement, les deux premières associations, c'était vraiment de l'opportunité avec des gens que je connaissais un petit peu ou pas du tout dans le professionnel. Par contre, il y avait
il y avait une opportunité d'un coup d'être au bon endroit, au bon moment, avec un bon projet, en tout cas un projet qui avait l'air bon, et de dire allez, banco, on y va, on se lance et puis on verra bien. Là où avec Kylian, effectivement, le truc est complètement différent parce que quand on décide de bosser ensemble, on sait déjà qu'on adore travailler ensemble, on sait déjà qu'on a les mêmes valeurs, on sait déjà qu'on est potes, on sait déjà qu'on se respecte et effectivement, tout ça, ça a une valeur infinie parce que derrière, une fois qu'on s'est associé et que la boîte, il faut la développer et la vivre au jour le jour, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Et en fait, quand t'as pas ce lien très fort, ce respect très fort, cette confiance très forte avec ton associé, les mauvais jours, ils vont accumuler la frustration, ils vont accumuler plein de choses qui font qu'à la fin, il y a de grandes chances que ça se passe pas bien. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, pour rebondir, c'est... Alors les gens de mon entourage me connaissent bien et du coup voient aussi Romain d'un côté extérieur. Ils me disent mais attends, Romain il est quand même différent de toi, etc. Et je dis oui, mais en fait c'est ça aussi la beauté, je trouve, dans une association, c'est que aujourd'hui on a vraiment des forces et des faiblesses. On les connaît. Moi je pense que vraiment, pour la faire simple, je suis hyper fort pour faire du 0,80%. Dans toutes les tâches quotidiennes. On peut venir m'embêter toute la journée, je suis capable de me refocus assez rapidement. Par contre, pour aller à 100%, je suis nul, quoi. Et à l'inverse, Romain, il fait une tâche. Donc moi, je suis à côté, je lui parle, il est dans sa tâche, il m'écoute même pas, quoi. Il me répond même pas, comme si vraiment il était en mode avion, quoi. Il me parle plus. Et par contre, la tâche, il l'a fait à 110%. Et donc, je pense que dans le fait de s'associer aussi, c'est pas aller chercher les mêmes compétences que ce qu'on a, mais d'aller choper ce qui nous manque. Et je pense que dans les associations qui marchent pas, en tout cas, c'est soit les gens ils se marchent dessus, soit vraiment ils sont trop différents. Mais là, en l'occurrence, on sait exactement où sont nos forces, nos faiblesses, et donc ça nous permet de temps en temps et apprendre aussi un peu de l'un de l'autre, être un peu inspiré l'un de l'autre, justement sur ses qualités et faiblesses, c'est intéressant. Et juste pour qu'on arrive justement sur le côté vraiment agence, quel moment c'est né, etc. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que, un peu par la force des choses, finalement, vous avez commencé, mais finalement sous la forme de freelance. Et ça, c'est pas mal aussi, parce que mine de rien, avant de commencer à signer un papier, enfin des statuts en étant associé, vous avez un petit peu ce truc aussi où des fois on s'entend bien, il y a cette connexion un petit peu profonde qu'on sent, mais c'est quand même bien aussi de l'éprouver quelque part avec peut-être, je sais pas, 6 mois, je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être d'ailleurs ce serait bien on situe un peu dans le temps. Mais voilà, ça je trouve que c'est pas mal, ça n'exclut rien, enfin de se dire ok, on commence sur un mode léger, on est chacun freelance, comme ça au moins on n'a pas ce truc là de la société, comme tu dis, c'est un vrai engagement, ça peut même poser des problèmes, enfin si jamais ça marche pas, quoi. Et vas-y, du coup est-ce que tu peux nous dire, Romain, justement, à quel moment vous avez commencé là, cette période à bosser à deux, et puis combien de temps ça a duré, et à quel moment vous avez dit on fait une boîte, quoi. On a commencé en juin 2021. Je pense réellement avec notre deuxième, alors on va dire notre premier vrai client, notre deuxième app, mais notre premier vrai client, parce que le premier c'était ma presta de DAF en sous-marin. Donc on a commencé en juin 2021 et on a créé l'agence en février 2022. Donc ça a duré 7 ou 8 mois. Ok. Dans ces 7 ou 8 mois, on est passé de quelques jours par mois à peut-être à nous deux 40 ou 50 jours par mois. Okay. Donc fin d'année 2021, on était sous l'eau tous les deux, on travaillait comme des malades, beaucoup de travail, on gagnait, je pense que tu te fais un ordre d'idée de ce que c'est le TJM d'un mec qui fait du dev ou du no-code, donc on gagnait très bien notre vie. Effectivement, c'est confortable de lancer une boîte avec déjà 3 ou 4 clients et de bien gagner ta vie, sachant que quand tu lances la boîte, t'as que là, pour le coup, on avait que des revenus et 0 sortie, quoi, par nos salaires. Donc, très confortable, effectivement, de démarrer dans ces conditions-là. Le moyen de se faire un petit matelas de trésor. Et donc, quand vous faites une agence, est-ce que vous mettez une ambition? Est-ce que vous vous dites c'est juste pour faire un truc à deux, mais dans la même structure, parce que c'est plus facile, on mutualise les choses? Ou est-ce que vous dites tout de suite, on va recruter des designers, machin? Enfin, quelle est un peu l'idée de la structuration que vous faites de la boîte? C'est rigolo parce qu'en fait, avec Romain, on s'est jamais trop dit les choses. C'est-à-dire qu'on s'est jamais dit, viens, on monte une boîte.
On s'est dit, bon, un jour, on avait entre midi et deux, on travaillait de la maison. On s'est dit, bon, on fait les papiers, on lance la boîte. Bon, allez, on s'est mis, on fait la boîte. Et puis, les premiers clients arrivent, ça commence à grossir, il faut qu'on embauche. Bon, ok, on embauche. Enfin, naturellement, tu dirais un peu. Ouais, et moi, ce que je dis souvent, je vais faire souvent le parallèle avec le sport de haut niveau, mais moi, quand j'ai commencé à la grimpe, je me suis jamais dit, mon objectif, c'est de faire les championnats du monde. Je me suis dit, déjà, c'est de kiffer. Après, c'est de s'entraîner. J'aime bien l'entraînement. Je fais une compète. Bon, je la rate, mais j'aime bien. Je gagne une compète. Assez cool de gagner. Je vais mesurer un peu tes propos. L'objectif, c'était pas d'être champion du monde. Par contre, la manière dont tu t'entraînes et dont tu t'engages dans le sport, c'est pas celle de monsieur et madame tout le monde. Et je pense que c'est un peu la manière dont on est rentré dans le no-code tous les deux aussi, en mode un peu brutal, quoi. On est... Ouais, je pense que Romain le dit pas aussi, mais il a fait du sport au niveau semi-pro en volley. Donc, on a ce truc-là de quand on s'entraîne, on se déchire. Hier, je fais de la boxe, j'ai courbature partout. Je fais de la grimpe, je suis courbaturé et ça me régale, quoi. Et quand on a commencé le no-code, le soir à 19h, si on avait un bug, ça nous faisait clairement chier, quoi. Donc, on y pensait toute la nuit. On se levait à 4h matin en disant... Putain, je crois que j'ai une idée, il faut que je le dise à Romain demain. Et en fait, on arrive à 8h, 9h, on se dit, j'ai une idée, moi aussi, je pense faire ça, putain, c'est une bonne idée, etc. Et en fait, on le fait, et quand on le fait à 110%. Quoi. C'est marrant parce que vous associez pas mal ce trait de caractère, tu vois, au sport. Moi, je l'ai vu aussi pas mal chez des devs qui n'ont vraiment aucun côté sportif, tu vois, mais ce truc de quand t'as un bug... Ça fait chier. Ouais, tu peux pas dormir. Moi, j'avais des gens dans mon équipe, donc je gérais une agence pendant un moment, et c'était chiant parce qu'en fait, le mec, il y en avait, ils pouvaient pas dormir, en fait. Du coup, le lendemain, ils arrivaient à 11h, tu vois, et tu peux rien dire parce que le gars, en fait, parce que c'est juste. Et ça, en général, les bons devs, ils sont comme ça, tu vois. T'as ce truc t'as toujours envie de. Parce que finalement, le dev, code ou no code, c'est pareil, c'est que des frustrations. T'arrives pas à faire un truc, t'es bloqué, et tu veux trouver la solution pour la petite victoire qu'il y a derrière, et comme ça, et des fois quand ça arrive en fin de journée, ça dépend. Après moi j'ai plus ce truc en fin de journée, j'attends et c'est le lendemain en général, t'arrives, tu trouves la solution directe, mais ça c'est un truc de mindset. Moi j'ai pas du tout un esprit de compétition. On a pas mal réfléchi à ce truc-là, le sujet de la satisfaction du dev, de ce côté un peu autiste, en mode... Dans les compétences, dans les critères, on recrute nous du coup des gens dans les critères effectivement de recrutement, on essaye de déceler ce côté un peu Asperger, autiste, en disant voilà, il y a un problème, tu n'arrives pas à le résoudre, ton cerveau il a du mal à passer à autre chose quand tu n'as pas résolu le problème, quoi. Et en fait, ça, c'est effectivement, tu dis, c'est beaucoup de frustration, mais ce que tu dis pas, c'est la satisfaction que ça procure. Quand le truc sur lequel tu butes pendant 3 jours, d'un coup, tu arrives le matin, Kylian a dit qu'on allait écrire un livre un jour qui s'appellera La magie du lendemain, parce qu'il y a tellement de matins où on s'est réveillé avec des solutions qu'on pourrait en faire un bouquin. Mais la satisfaction que ça procure, elle est très, très forte, et c'est ça qui fait que ce job il nous plaît tellement, quoi. Moi j'adore les casse-têtes, j'ai plein de casse-têtes chez moi et j'aime bien les casse-têtes, et c'est un peu une valeur qu'on retrouve chez les gens qui ne survivent pas à cette frustration. Tu peux pas faire ce métier de dev. Encore une fois, c'est pareil avec du code et du no-code, ça change rien. En fait, il y a un bug, tu le corriges, je sais pas, 1 minute après, c'est un nouveau bug, quoi. C'est reparti, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est ça le développement, finalement. En fait, c'est qu'une succession de bugs en réalité. Ouais, c'est ça. Personne ne fait tout bien du premier coup, ça n'existe pas. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent qui démystifier ça. Parce que c'est le métier, quoi. Même tu prends les développeurs, je pense, d'OpenAI se sont pris, ça fait 7 ans qu'ils doivent se prendre des portes, et même aujourd'hui, donc c'est juste qu'ils arrivent à les résoudre plus rapidement et plus efficacement, mais ce n'est que des bugs toute la journée. Mais c'est ça qui est marrant, quoi. Ouais. Comme à l'escalade, on fait du bloc. C'est un petit parcours, c'est très court, ça fait 2 ou 3 mètres de haut, et tu l'essayes 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, jusqu'à ce que tu y arrives. Ouais. Et donc tu as enchaîné 50 frustrations, et la 51e, énormément de satisfaction d'être arrivé en haut de ton bloc. Mais 2 minutes après, tu rattaques un nouveau bloc, et c'est reparti. Oui, c'est ça, il n'y a pas de... Personne ne reste bloqué dans ce truc. Tu fais ça pour avoir après la prochaine, un truc un peu addictif, quoi, mais de cette petite... Je pense que les bons devs sont addicts à un truc. Que ce soit au sport, que ce soit à la clope, que ce soit au boulot, tout généralement. Mais
je pense qu'on est obligé d'être addict, quoi. Tu peux juste être addict au code, quoi. Au code, c'est déjà pas mal. Mais oui, non, je vois ce que tu veux dire. Après, il faut une balance. Bon, c'est comme tout, parce que je te dis encore une fois, hein, moi, j'ai vu vraiment des très bons devs, mais c'était un peu trop. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est quand tu parlais d'Asperger et tout, hein, c'est vrai, il y a une surreprésentation des gens qui sont sur le spectre d'Asperger dans les développeurs, et notamment parce que un des syndromes, c'est d'être hyper focus, trop, et donc c'est vrai que des fois, il y a aussi ce côté, des fois, il faut savoir lâcher, bien dormir, et comme vous avez dit, hein, la solution souvent elle arrive le lendemain, mais si ça t'a empêché de dormir, la solution elle vient pas forcément le lendemain, parce que le lendemain t'es pas bien, quoi, mais t'es pas fonctionnel. Enfin bon, bref, il y a plein de niveaux là-dessus, mais je terminerai juste avec un truc avant qu'on continue sur ce sujet du recrutement que t'as commencé. Moi, donc j'ai géré une agence, et franchement ça me manque pas du tout, parce que vraiment j'ai trouvé ça hyper dur, et on va parler aussi des frustrations avec les clients et tout, qui est un autre aspect. Mais par contre, il y a un truc qui manque, c'est d'être dans un open space avec des gens et d'être en train de travailler et d'entendre quelqu'un qui va d'un coup sauter de joie parce qu'il aura eu cette petite victoire qu'on évoquait, quoi. Et ça, je trouve ça hyper satisfaisant. Et si tout va bien, normalement, c'est un truc qui t'arrive quelques fois dans la journée, tu vois, et t'en as un coup. J'ai vu vraiment des gens crier, quoi. Des fois, ça fait bizarre, mais c'est parce que tellement frustré que vraiment le truc se relâche. Et je sais pas si vous vivez ça, mais c'est. Ouais, alors vous souriez, tous les gens ne voient pas. On pas beaucoup, mais on lève souvent les bras, ouais. Voilà, mais tu vois exactement des trucs. Moi, j'ai vu des gens faire une petite danse bras, ou des trucs. On va voir tout le monde en disant regarde, ça marche. Je suis trop content. J'ai eu une trop bonne idée. Waouh, incroyable. Faudrait qu'on se refasse. On avait un petit rituel. On le fait plus. On est quand même pas mal débordé, mais. Quand on avait vraiment des gros trucs comme ça, généralement on allait faire une partie de fléchette derrière, tu vois, parce que en fait, quand tu as vraiment un niveau de succès où tu as tellement galéré, en fait, t'arrives plus tu peux pas enchaîner de suite après, tu es obligé de te prendre 5-10 minutes, de dire ok, c'est bon, je la savoure, et après je rattaque, et on se fait des petites parties de fléchette. Ouais, c'est cool. Trop bien. Venons-en justement. Alors, l'agence maintenant, on a compris bien l'historique. L'agence aujourd'hui, c'est combien de personnes? Quel profil? Comment vous les avez recrutés? Tu as commencé à évoquer justement un peu certains traits de caractère que vous cherchez, mais voilà justement un petit peu les profils que vous avez avec vous. Qui veut... allez, Kylian. Qui sait, déjà, est-ce que vous faites les recrutements à deux? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est un petit peu plus sur la question RH? Est-ce que c'est à deux? Est-ce qu'il y en a un qui est plus à l'aise avec ça? Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas à l'aise avec ça? Je pense qu'on les fait à deux parce qu'on n'est pas les meilleurs en RH. Du coup, on dit que 1 + 1 = 3. Donc... Okay. On est très instinctif sur le sujet RH, ce qui n'est pas forcément toujours bien, mais bon, au moins on a le mérite de tester rapidement, quoi. Non, sur le recrutement, en fait, je pense que c'était l'histoire pendant 1 an de faire tout avec des amis proches, des contacts assez proches. Romain a vécu quand même sur Marseille depuis, ça fait 20 ans maintenant qu'il est ici. Il a fait... il connaît énormément de personnes. Moi, avec le wagon, du coup, j'ai vu aussi énormément de personnes. Pas mal, ça. Et donc, on marchait pas mal à l'instinct comme ça en termes de recrutement. Des profils que vous croisez ou un peu c'est dans ça. vos réseaux. Et surtout des recommandations de dire... alors moi, j'avais, quand je dis toujours, des anciens potes du wagon qui sont profs au wagon. Et de temps en temps, je reçois un petit coup de fil en disant « Bon là, j'ai une pépite. C'est bien, pour les prendre à la source. Elle est vraiment pas mal. Elle cherche une boîte à Marseille avec des gens sympas. J'ai pensé à toi. J'ai dit « Bon, top, vas-y, envoie. » Et généralement, ça marche assez bien parce que c'est déjà un gros filtre en amont. Et donc, on faisait les recrutements comme ça. On a mis en place un peu des tests techniques quand même pour valider l'amour du no-code et voir si les personnes, au bout de 2-3 jours, aimaient faire du bubble. La fameuse bouteille à la mer. C'est quoi, par exemple, le test? Tu veux dire en 2 mots, ça peut aider des gens à se projeter, justement. Ouais, alors on a toute une batterie d'exercices du plus simple au plus compliqué. L'idée de la bouteille à la mer, c'est de dire avant de... Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous contactent et qui veulent bosser avec nous et on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui se mettent au no-code et qui ont envie de bosser en agence parce que l'agence, c'est l'opportunité d'avoir un cadre bien sûr. Avec des gens autour de vous qui sont doués, qui ont des compétences transversales utiles, qui peuvent débloquer des situations et tout ça. Donc c'est vrai j'ai l'impression qu'on apprend quand même assez vite en agence le fait d'être plusieurs. Bien sûr. Et d'avoir des gens aussi plus expérimentés. Exactement. D'avoir plusieurs niveaux et d'apprendre des autres.
Et donc la bouteille à la mer, c'était de dire nous on vous envoie une bouteille très loin là dans la mer, et puis tous ceux qui veulent aller chercher peuvent aller chercher, et ceux qui reviennent avec, on peut commencer à discuter. Donc l'idée c'était de dire on a eu des très belles expériences avec cette bouteille à la mer. On a notamment le recrutement d'Emma qui a joué le jeu hyper bien, et on est hyper content d'elle aujourd'hui. En fait, tu le vois assez rapidement, les gens motivés qui adhèrent. On s'en fout du CV, on s'en fout de... Alors c'est le truc aussi du wagon où moi j'ai eu un maçon qui est devenu hyper fort en dev, et j'avais des gens d'Harvard, en fait ils étaient pas faits pour le dev, quoi. Donc j'ai vite capté que dans ce monde-là, le dev, le CV, ça veut rien dire. Ouais. Le passé ne reflète pas toujours ce que, à l'issue d'une bonne formation, parce qu'il y a ça qui joue quand même, le wagon, c'est quand même une bonne formation, même si elle est relativement courte, je trouve, pour faire du dev, mais bon, quand même, tu peux avoir quelqu'un complètement différent, quoi. Moi, je l'ai vu à Simplon, je le vois dans les formations de code. À Simplon, c'est la même chose. Et nous, on a des personnes qui ont tenu des restos à Paris, qui étaient dans le milieu associatif, qui étaient dans l'agroalimentaire, qui étaient dans la finance, qui étaient moniteurs d'escalade. Donc en fait ça veut juste rien dire, mais cette bouteille à la mer est hyper efficace. Dans les exercices, on veut préciser un tout petit peu, c'est ni plus ni moins ce qu'on rencontre le plus souvent dans les projets. Faire un système de connexion inscription, de faire un Kanban, donc un projet en mode Trello, de faire un système d'invitation d'un utilisateur. Donc c'est vraiment du cas hyper concret, et il y a 12-13 exercices. Et généralement, en fait, c'est soit les personnes, elles font un exercice et c'est fini, elles n'y arrivent pas, soit elles font les 13, quoi. Ouais, je vois. Enfin, mon test, mon filtre. Voilà. Et donc, on a eu des cas comme ça. On disait, le no-code m'intéresse. On disait, tu sais quoi, écoute, va faire un lien. On connaît un bon tuto sur YouTube. Ça dure 2 heures, regarde. Et puis, tu me dis, 2 heures après, ouais, j'ai fait le tuto, c'est génial. Est-ce que tu peux me donner d'autres trucs? Tiens, voilà nos exos. Puis la semaine d'après, ça y est, j'ai fini tous les exos. Donnez-moi encore des trucs. Voilà. Là, on est en train de se rendre compte qu'on a quelqu'un qui est entré en résonance avec cet environnement no-code, avec cette manière de penser, et on sent quelque chose qui s'est réveillé d'un coup là, chez quelqu'un qui n'était pas forcément ingénieur ou tech ou quoi que ce soit à la base. Et surtout, c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'il y a un niveau de satisfaction qui est élevé. Et je vais revenir dessus souvent parce que c'est quelque chose de très très important, cette satisfaction. On s'est rendu compte au départ, on disait ok, il faut embaucher plutôt des devs, plutôt des profils ingénieurs, il faut aller voir chez Epitech. Et aujourd'hui, on s'est fait un peu notre philosophie là-dessus. Alors, c'est pas du tout une vérité, c'est vraiment un sentiment, et on pourra changer peut-être 10 fois d'avis dans les 10 prochaines années, mais en tout cas, aujourd'hui, notre sentiment, c'est le suivant. On préfère largement avoir quelqu'un et le former, et avoir quelqu'un qui, à la fin de chaque jour, est ébahi par le travail qu'il a pu produire, et satisfait du travail qu'il a pu produire. Ouah, j'ai fait une app, mais voilà, comme dit Kylian, je travaillais dans un restaurant avant, et maintenant je fais des apps, et j'ai mis le truc en prod, et ça marche, et le client est content, et je suis hyper satisfait. Et on n'a pas forcément, alors je vais pas faire de généralité, mais on n'a pas forcément ce sentiment-là quand on sort d'une école d'ingénieur. Quand on sort d'une école d'ingénieur, on a été élevé pour produire des trucs qui fonctionnent. Donc si ça fonctionne, c'est juste normal, c'est pas incroyable, c'est pas fantastique. Donc il y a peut-être un petit côté un poil plus blasé en disant bon, en plus nos codes, c'est un peu c'est pas péjoratif dans le monde de l'ingénieur dev, mais pas loin, on va dire. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup de préjugés sur les écoles d'ingénieurs et tout, donc moi j'étais à la fac, donc mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, et je suis très content de l'entendre, pour être tout à fait honnête, parce que moi c'est un truc qui me désespérait aussi quand j'étais à Simplon, et qui a un peu évolué sur le dev traditionnel. Mais ce truc de parcours, c'est-à-dire que dans le dev, de toute façon, comme il y avait une pénurie à l'époque, qui n'existe plus, mais pénurie de dev, il fallait bien aller recruter aussi dans d'autres profils, donc des bootcamps, le wagon, etc. Et dans le no-code, j'ai vu, une fois j'ai eu cette discussion avec Lucien, je vais le nommer, parce que voilà, mais de chez Allegria, où il me disait, nous on recrute que dans des écoles d'ingénieurs. Je sais, mais franchement, c'est triste, en fait. C'est dommage, tu vois, vous reproduisez ce truc-là, alors qu'on le voit bien que dans le no-code, je veux dire, c'est pas facile, les outils no-code, mais les gens se forment, il y a moyen vraiment de faire des belles reconversions, de faire de l'inclusion, et franchement, j'étais hyper déçu, donc je suis vraiment content de voilà, notre profil aujourd'hui idéal,
c'est quelqu'un qui rentre en résonance avec le no-code et qu'on a pu vérifier avec la bouteille à la mer, qui a un niveau de satisfaction très élevé quand il fait quelque chose qui marche. C'est vraiment les 2 points les plus importants. Et ensuite, si on devait peaufiner le truc, c'est entre 25 et 35, qui a déjà bossé dans d'autres métiers avant, qui a un peu d'expérience, qui est capable qui sait ce que c'est qu'une entreprise, qui a eu un boss, un machin, ou qui a entrepris, ou qui a... Ça, c'est juste l'idéal. Et cerise sur le gâteau, c'est que sans le faire exprès, aujourd'hui, on a une équipe qui est majoritairement féminine dans le dev. Et on est très fiers de ça. Et c'est grâce à cette philosophie. En fait, on se rend compte que, alors là encore, c'est un sentiment, mais que c'est grâce au no-code ça qu'on a une équipe majoritairement féminine. Nous, on n'y est pour rien. Rocky là-dedans, on l'a dit, en recrutement, on est nul. On s'est pas dit, on va faire une boîte et faire en sorte d'être à la parité. Ça, c'est bien, cela dit, de se le dire. C'est encore mieux que ça se passe naturellement. On est honnête. Mais ouais, c'est bien d'essayer d'avoir la mixité. Mais on se rend compte que là où le dev était pas forcément très attractif sur base console en noir et blanc, en mode Matrix, machin, pas très, on va dire, dans un environnement de travail pas très cocooning. Le no-code, il apporte un environnement de travail un peu plus sympa, un peu plus ASMR, un peu plus agréable. Ça dépend desquels, cela dit. Mais bon, c'est théorique, ça dépend des outils. Une homme bubble, c'est ça. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une résonance. Je sais parce que ça doit marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a un métier, et il faut que ce métier il plaise. Donc aujourd'hui, dire que dans le dev classique, il n'y a que des mecs à 90%. 83 exactement. 83%. La dernière stat que j'ai vue. Ouais. Okay. Donc je pense que ça s'est vachement amélioré par rapport notamment grâce à des boîtes comme Simplon, comme Le Wagon aussi, où je crois qu'il y a quand même des objectifs un peu de. Ils font carrément des bootcamps 100% femmes. Mais ça a évolué, mais le 83 on est loin encore quand même. Mais bon. Mais le no-code attire quand même pas mal les femmes. Plus, bien sûr. Ouais. Mais il y a un petit peu grâce à ces efforts-là aussi. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que la faute des écoles qui recrutent que des mecs. C'est-à-dire qu'il y a aussi que des mecs qui rentrent en résonance avec ce type de travail. Et aujourd'hui, le dev en environnement no-code, il ouvre vachement, il casse un peu ces barrières-là, et on sent qu'il rentre en résonance avec beaucoup plus de femmes. Je pense que, est-ce que c'est pas, là je me fais une réflexion un peu en live, mais parce que tu vois, il y a ce truc, nous on a beaucoup étudié la question à Simplon, il y avait aussi des formations que pour les femmes, etc. Parce que donc il y a des sujets d'autocensure, et puis il y a des sujets aussi de historique vraiment de les femmes, les filles, les jeunes filles à l'école ne sont pas bonnes en maths, tu vois. Les maths c'est dur pour les femmes, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui sont devenus ancrés, et donc quelqu'un aussi à un moment a dit le code c'est des maths, quoi, donc ce qui est aussi débile, les deux c'est deux choses, mais bon, les deux faisant que du coup il n'y a plus que des mecs à la fin. Or dans les outils no code, comme tu l'as dit très juste titre, c'est très graphique, c'est visuel, souvent ça peut être confortable, et donc il y a moins ce rapprochement avec les maths qui était débile avec le code, mais bon, qui était quand même là, quoi. Donc peut-être que ça aide aussi, parce que du coup il y a moins on lève petit à petit un peu les biais antérieurs, je sais pas. Prochain podcast, on invitera une de nos devs qui en parlera certainement mieux que nous, parce que on est 3 mecs autour de la table. C'est vrai. Il y a un sujet là où je pense que le no-code, ça attire aussi pas mal les femmes. C'est qu'aujourd'hui, nous, quand on choisit des profils, on veut pas que les devs fassent que du dev. Parce que je trouve que dans le no-code, après ça c'est réflexion aussi depuis 2-3 ans où on fait du no-code, ça a quand même rendu accessible la création des applications, même s'il faut quand même pas mal se former, surtout sur l'outil Bubble où ça demande une réflexion de dev. Mais aujourd'hui, le plus compliqué en fait, c'est de faire un produit fonctionnel, sympa, qui répond à un marché. Et en fait, les devs mecs, ils veulent juste dev. Ils cliquent sur le bouton et ils disent c'est bon, ça marche. Et nous, ça nous est arrivé plein de fois de dire j'ai dit exactement la même chose hier soir. J'ai cliqué sur le bouton, ça a marché. Oui, mais en fait, est-ce que tu as capté le produit, la fonctionnalité que tu es en train de développer? Non, moi je veux juste que ça marche. Mais nous, en fait, c'est pas notre philosophie. Ouais. Et en fait, c'est une petite généralité, c'est pas vrai pour tous les devs, mais il y a quand même vachement ce truc-là de pas toujours s'intéresser au besoin final, au produit final, aux besoins du client. Alors que les femmes, là-dessus, elles sont beaucoup plus fortes sur l'aspect produit parce qu'elles disent attends, mais pourquoi je fais du dev pour tel produit, pour résoudre ça? Et donc, se mettre beaucoup plus à la place de l'utilisateur, et en fait ça fait des doubles profils product et développeur qui sont vraiment canon, quoi. Est-ce que vous employez le mot product builder par exemple? C'est une excellente question. On ne l'utilisait pas jusqu'à hier.
Ok. Puisque hier, du coup, on a renouvelé une part importante de nos contrats pro en CDI et on les a renouvelés en Product Builder No Code. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est celle que Kylian vient d'évoquer. Effectivement, on ne peut pas être organisé de la même manière dans une équipe dev classique et dans une équipe dev no-code parce que tout va beaucoup plus vite en no-code. Donc, il faut être capable d'être un peu au four et au moulin, de faire le front, le back, le DevOps et le product management avec le client et la facturation, pourquoi pas. Ce qui n'est pas du tout le cas dans une équipe de dev classique où le dev front, il va faire que du front, le back, il va faire que du back. Et où du coup, il y a effectivement moins besoin de cette vision produit. Donc, depuis très peu de temps, en fait, on se rend compte que oui, en fait, Product Builder, j'étais pas fan au départ. J'étais pas fan parce que il y a ce truc un peu maker. Ça m'a toujours un peu... Alors, c'est très personnel, hein, je n'engage pas ni Rocky ni Kylian là-dedans, mais ce côté un peu maker, ça m'a toujours fait penser un peu à bricolage, quoi. Et j'aime beaucoup entendre ça aussi, parce que nous, on, pendant très longtemps maintenant un peu, mais on n'utilisait pas le mot maker pour éviter la confusion avec tout le mouvement DIY, les Fab Labs, etc., où là-bas, tu as des makers, des mecs qui font imprimante 3D, etc., quoi. Donc voilà, j'avais l'impression que ce truc maker, c'est vrai, hein, historiquement, code maker, tout ça, ça faisait bricoleurs du dimanche. Et nous, l'agence, on était des développeurs. On faisait des apps professionnelles pour des entreprises et on livrait des trucs de qualité pro à des entreprises. Et donc, on n'était pas maker, on était juste dev en environnement no code, quoi. Ouais. Et pourquoi ne pas avoir fait développeur no code? Et on n'a pas fait développeur no code parce que donc historiquement dans les contrats, c'était développeur tout court. Ok. Depuis fin d'année, France Travail, France Compétences, France Compétences, pardon, France Compétences a reconnu comme métier émergent le métier du Product Builder no code. Et donc aujourd'hui, les contrats, c'est Product Builder No Code, comme a été reconnu par France Compétences. Tout ça parce que juridiquement, financièrement, ça va nous ouvrir des portes. Après, tu vois, je trouve que... Bon, moi, il y a un truc qui me... Ça, c'est à titre personnel / contournement. Là, je parle pour les deux. Parce que je sais qu'Arwan ne m'en voudra pas. Moi, je trouve ça un peu triste que tous les noms soient en anglais. Tous les noms de métiers, là, qui est... des trucs émergents et tout. Néanmoins... et moi j'aime bien le mot développeur, je trouve que c'est ok de faire du développement visuel, quoi, tu vois, enfin, mais bon, admettons, c'est pas... Mais par contre, je trouve que j'ai un peu aussi changé d'avis là-dessus, et je trouve que Product Builder, ça veut dire quelque chose, et c'est vraiment là, quand tu as évoqué, tu vois, le côté produit, etc., ce mélange un petit peu entre le product manager, enfin, tu vois, ça c'est aussi un vrai métier, et mais le fait de construire avec une grosse appétence de construction, enfin, tu vois, un peu... avoir un peu ces différentes... Je trouve que ça dit quelque chose, quoi. Qui est d'ailleurs peut-être pas la même chose que développeur no-code, ou développeur no-code, peut-être on pourrait retrouver un peu ces profils de gens qui aiment juste développer, parce qu'il y en a aussi dans la communauté no-code, des gens qui aiment juste faire du bubble, par exemple, quoi. Pas sans bien s'intéresser, un peu moins peut-être qu'avec les devs un peu traditionnels, mais bon, là je fais un peu des grosses généralités, mais en tout cas, bon, voilà, si c'est le mot qui s'impose. Par contre, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, Product Builder, il y a quand même plein de définitions différentes. Si on voit des offres d'emploi, il y a marqué Product Builder, c'est quand même rien à voir. Notamment parce que je ne retrouve pas cette vision un peu produit. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Après, c'est quelque chose de tellement nouveau que je pense qu'on va un peu se chercher. Ouais. Mais oui, je pense que dans le no-code, en tout cas, on n'aura plus cet aspect-là de segmentation développeur, DevOps, dev front, dev back, tout ça. Maintenant, on fabrique des produits et l'objectif, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas juste de faire des lignes de code. Ouais. Tu vois, moi, j'étais surpris. Je pourrais plus dire la première fois que j'ai entendu ça. Je pense que c'était peut-être en parlant avec les gens de chez Tingso, donc une autre agence que vous connaissez probablement, que j'aime beaucoup. Et eux, ils avaient ce truc ils avaient spécialisé certains des dev bubble, quoi, sur du front et d'autres sur du back, tu vois, ce qui moi me paraissait pas du tout intuitif parce que moi, je me dis tant qu'à faire, mais en même temps il y en avait qui préféraient, qui étaient très bons pour faire des super interfaces, vraiment tu vois un peu de l'intégration pixel perfect comme on dirait sur la partie front, ce qui n'est pas toujours évident avec bubble, il faut aussi maîtriser certaines subtilités, alors qu'il y en avait qui étaient très bons sur la partie workflow, API connector, etc., quoi. Donc j'avais trouvé ça un peu surprenant. Vous avez pas trop cette approche, non? Non. Alors, tu construis tout, tu as une vision d'ensemble, quoi. C'est toujours pareil, il y a la règle et puis après il y a la réalité.
La règle, c'est de dire, oui, Bubble, si on parle de Bubble, c'est un outil tellement intégré que ça va plus vite de tout faire tout seul que de couper en plusieurs équipes, parce que fatalement, ça implique de l'organisation, de la communication, de la planification qu'il n'y a pas si on fait tout seul. Et donc, ça va beaucoup plus vite, c'est plus agile si on est tout seul ou deux ou en équipe très restreinte sur un projet. Maintenant, il y a l'aspect humain qu'il faut rajouter là-dessus. C'est-à-dire qu'on est là, on recrute des gens et ces gens, ils ont des compétences, ils ont aussi des aptitudes naturelles et une aisance dans certains domaines et pas d'autres. Et il y a des gens aujourd'hui chez Rocky qui n'aiment pas trop le front. Par contre, sur la partie back, ils sont hyper forts et vice-versa. Sur la partie front, très très fort. Et donc, ça ne sert à rien de forcer les gens à entrer dans des cases. S'ils peuvent être très forts, et j'imagine que c'est ce qui a dû se passer chez Thinkso, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui devaient être très très forts en front, naturellement, on a dit plutôt que de passer 50% de ton temps à faire un truc sur lequel tu n'es pas trop bon, fais 100% de ton temps et tu déboîtes tout. Et puis, ouais, clairement, je me souviens plus exactement, je ne veux pas parler à leur place, mais c'est vrai que c'était pas du tout, de toute façon, les deux cofondateurs de Thinkso ne viennent pas du code, c'était pas pour essayer de reproduire. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est qu'ils étaient arrivés à ce chemin un peu naturellement quelque part. Et probablement en partie avec étonnant, ce que tu dis. Ouais. Étonnant. Donc, sur les projets, ça peut varier, mais généralement, nous, chaque dev sur les projets sont au moins une équipe de 2, même si le projet, c'est pas du full-time. Parce que chaque personne a ses compétences et on sait les forces et les faiblesses de chaque personne, quoi. Et c'est notre culture aussi d'avoir bossé à deux, tous les deux, et on s'est rendu compte qu'être à deux sur les projets, c'est tellement fort en fait, parce que dès que t'es, en fait, le dev, alors c'est un peu moins vrai dans le no-code que dans le code, mais dans le code, tu peux rester bloqué des heures parce que tu as oublié un point virgule quelque part. Dans le no-code, c'est moins vrai, mais il y a quand même des moments où on se prend des portes, on dit, je ne comprends pas, et le truc qui ne marche pas, tu passes 5 minutes, 10 minutes, et puis d'un coup, tu as ton pote à côté qui regarde l'écran, tu te dis, mais mec, regarde, tu as oublié de, je sais pas moi, j'ai fait une grosse connerie il y a 2 jours. Il m'a dit, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Regarde, tu as oublié de mettre la DB en prod ou je sais pas quoi, enfin bref. Non, donc d'être à deux, en fait, ça évite de foncer dans le mur alors que la porte est juste à côté plein de fois, quoi. 95% du temps, c'est des petites bêtises. Et d'être à deux, ça permet d'éviter de faire ces petites bêtises très très souvent. Donc on aime bien ce côté un peu peer programming. Alors c'est pas vraiment du peer programming parce que chacun trace sa route indépendamment. Mais dès qu'il y a un petit truc, hop, ça n'empêche pas de regarder l'écran du voisin. Et puis d'en parler. Exactement. C'est plus facile de parler d'un bug qu'on a à quelqu'un qui est sur le même projet puisqu'il connaît le projet. Donc t'as pas à expliquer le contexte, tu peux juste expliquer la problématique, quoi. Et justement, moi j'aimerais bien que vous me racontiez comment se passe un projet. Admettons donc notre ami Mathieu qui a aussi contribué à faire que cet événement, ce podcast arrive, donc on le salue. Il a vendu un projet et vous devez le faire. Je sais pas qui d'ailleurs fait vraiment l'ordre, mais je sais en tout cas qu'il est en charge aussi un peu, qui travaille sur la partie commerciale. Donc c'est vendu, c'est signé, machin, on y va, quoi. Donc comment ça se passe, le cadrage? Est-ce que vous avez des gens qui sont chefs de projet? Est-ce que c'est des développeurs qui sont en contact? Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça passe toujours par un de vous deux? Voilà, j'aimerais bien que si on fait un peu le cycle de vie, je sais pas, si vous avez un exemple, on peut prendre un exemple, ou sinon c'est juste... Pour le faire assez simplement, chez Rocky, on a 3 piliers. Du coup, on a le design, le product management et le développement. Donc, en fonction de ce qu'on nous demande déjà, est-ce qu'on fait les 3? Est-ce qu'on fait que le dev parce qu'il y a déjà le design? Est-ce qu'on fait le dev plus product? Donc, là-dessus, déjà, on voit avec le client. Mais admettons, on fait tout. Vraiment, c'est un clé en main. On commence toujours par une petite phase de design thinking avec la personne pour vraiment comprendre son besoin, son projet, aller peut-être au-delà de la V1, de comprendre vraiment là où il veut aller dans 2-3 ans. Qui le fait ça dans l'équipe? En fait, on fait quasiment tout à deux sur cette partie-là, parce que c'est quand même assez stratégique de bien comprendre. Bien sûr. De dire côté technique, est-ce que ça va passer? Côté métier, Romain qui a vu plein de boîtes, de dire mais attends, mais... Challenger un peu le besoin. Challenger, on avait, pour l'anecdote, en 30 secondes, une application dans l'import de produits surgelés.
Il a évoqué un produit dans la finance que les fondateurs ne connaissaient pas, et en fait ça a remis en question un peu, pas leur business plan, mais mais attends, on est capable de faire ça aussi sur des produits financiers, mais c'est pas un produit financier, c'est produit de la mer, mais comment ça marche? Et en fait ils ont raisonné comme ça pendant 1 heure. Moi je comprenais rien parce que c'était pas mon milieu, mais voilà, donc vraiment cette phase là de design thinking. Et après, on se plonge dans les wireframes traditionnels sur Figma. Donc... C'est ça que vous produisez à l'issue. Il n'y a pas, genre, je sais pas, des specs ou c'est quoi qu'est-ce que vous produisez? Non, ouais. Non, alors on a une philosophie qui est très personnelle, hein, qui est certainement partagée par d'autres agences, mais on n'est pas trop dans la finesse. On aime bien aller droit au but. Notre philosophie, c'est de dire on va pas couper les cheveux en 4 pendant 1000 ans, ça sert à rien. En tout cas, c'est pas une vérité, c'est ce qu'on pense. Mais ça sert à rien de passer 6 mois à essayer de faire des specs d'un truc dont on sait très bien que dès qu'on va le mettre en prod, de manière, c'est la vérité, elle va venir des users. Et donc, les users, que ce soit les gens de la boîte en interne pour qui on a fait un module d'URP ou les clients de la startup pour qui on a développé une plateforme pure player, ils vont revenir, on va dire finalement ça marche, finalement ça marche pas, et on aurait pu réfléchir 6 mois de plus, que ça aurait rien changé, et que quoi qu'il arrive. Donc nous on est là droit au but, on coupe pas les cheveux en 4, on fonce, on avance, on a notre expérience évidemment, on a notre bon sens, on a la chance d'avoir développé une 30aine d'apps et de savoir un peu ce qui marche pas. On a les qualités de designer de Kylian, on a ma connaissance des process métiers d'entreprise sur plein de métiers différents. Et tout ça, on arrive quand même très souvent à avancer dans la bonne direction, heureusement. Et c'est ça qui nous permet d'aller très vite. On préfère dire, OK, on va très vite, mais dans 2 mois, c'est en prod. Et dans 2 mois, on a les premiers retours users. Et du coup, dans 3 mois, on aura un truc en prod qui a été débugué et sur lequel on a un product market fit au top, plutôt que de dire, OK, on va réfléchir 6 mois et puis à la fin... Juste pour préciser, peut-être s'il y a des gens qui écoutent, qui savent pas, parce que quand on dit spec, nous, ça nous paraît évident, mais donc des spécifications, donc ça serait typiquement, je sais pas, un document de plusieurs pages qui spécifie sous la forme de texte. Ouais, voilà, ça peut être un peu... Souvent, le cahier des charges, c'est plus pour décrire le besoin. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision. Et les specs, c'est plus décrire la solution, quoi, un peu. Mais la décrire juste, et souvent, c'est vrai que c'est beaucoup de texte, beaucoup de trucs où des fois, ça peut être plus concret que le cahier des charges, parce que souvent, c'est rédigé par l'agence. Mais moi, je suis assez d'accord. Je pense que ça peut être du temps perdu. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est que vous designez la solution en proposant des maquettes, donc des wireframes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément designées d'un point de vue visuel. Mais... Étape 1, on essaye de comprendre. Étape 2, on pose ça en user story, user flow, machin. On dit voilà, le mec, il arrive sur tel écran, il clique là, il va se passer ça, boum, 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 sur des écrans noir et blanc, du wireframe très, très simple, très, très basique. L'idée, c'est de valider avec le client que vous avez bien compris, que c'est pas parti dans la direction. Toutes ces user stories qui font son app sont bonnes. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir un périmètre fini. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se lancer dans un projet avec un périmètre inconnu. Parce que quand on est une agence, on a du coup un devoir de rentabilité pour que l'agence soit pérenne. Et donc, il faut savoir combien de jours on va mettre en face, combien de temps on va prendre, même si, en vrai, ça se fait quand même pas mal au doigt mouillé, parce que c'est difficile, a priori, de savoir combien de temps on va passer sur un projet. Mais, et donc, voilà. Donc, le wireframe, il nous aide surtout à ça, c'est à valider les limites d'un projet entre nous et le client, et de dire voilà, vous allez payer tant d'argent, pour tant d'argent vous allez avoir tant d'écrans avec tant de trucs à l'intérieur, et s'il y a des trucs qui sont pas prévus dedans ou qu'on a oublié qu'il faut rajouter, on les rajoutera, on fera les avenants un peu de souplesse, parce que souvent il y a des trucs, on se rend compte, en fait ça sert à rien, on l'enlève, et puis autre chose ça c'était pas prévu, on le rajoute. Très, très honnêtement, là-dessus on a une philosophie plutôt cool, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a jamais demandé de rallonge sur aucun devis qu'on a fait. Vous n'avez jamais trop dérapé. Ça ne sera plus le cas, il ne faut pas dire ça. Ouais, c'est clair, ils ont revenir après. Oui, on a dérapé, mais on part du projet on ne dérape pas, on apprend. Tu vois, et donc quand on apprend, c'est un coût pour Rocky, et si on a mis 10 jours au lieu de 5 jours sur un truc, c'était notre coût. Mais tu vois, c'est là où c'est la rentabilité que tu évoquais, justement, qui peut être mise en péril, quoi.
Mais après, Ok. là, c'est philosophique. Est-ce qu'on fait payer au client le processus d'apprentissage par Rocky d'un truc qu'on maîtrise pas Ouais, Et c'est Enfin, pour il y ça a qu'on- des agences qui le feraient, mais je pense que c'est assez Oui. honnête de. Ouais. Enfin, tout ce que Donc tu voilà, dis. nous on essaye de se dire, bah voilà, on s'y tient, on a promis de livrer ça pour 15 000, 30 000, peu importe, et on livre pour ce prix-là. Et Vous on êtes se jamais débrouille. trompé? Parce que des fois, en On fait, s'est il y a trompé, aussi bien sûr. le client n'a rien à voir, mais peut-être juste l'estimation initiale. Ah non, Est-ce que l'estimation initiale, vous la revoyez à l'issue justement de cette phase de conception, cadrage, conception? Oui, ça peut. Ça peut. On a eu un projet où on avait une difficulté technique qu'on a vraiment compris dans le design thinking, où en fait Ok, ouais. le projet financièrement n'était pas viable en termes de business plan. Et donc on a remis en question le projet, il a réfléchi, il est revenu vers nous, et donc là on a refait un devis. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des projets courts pour deux raisons. Un, plus c'est court entre guillemets sur le projet, moins on a de chances de se tromper. Et deuxième chose, c'est une phase aussi de reniflage, on appelle ça, pour savoir est-ce qu'on aime travailler avec le client, est-ce que le client, dans les moments un peu de difficulté, ça se passe bien. Et donc les projets entre 2-3 mois, bah, ça marche parce que le temps de le lancer, la personne va faire sa marketing, communication, il va pas trop changer d'idée, alors que si le projet dure 9 mois, il va changer d'idée un milliard de fois. Et donc c'est vraiment des sprints assez courts, livrés, parce que le no-code est hyper fort pour ça, de lancer des projets sur cette temporalité-là. Et après, on voit sur la suite, quoi. Ok. Je pense que c'est effectivement assez sain et safe. Je pense qu'il n'y a personne qui peut arriver à bien estimer. Plus le projet est gros, plus tu risques C'est sûr. de tomber. Je veux dire, c'est à mon avis. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu personne à trouver la solution Non, il n'y a pas à de ça. y a pas de solution. Et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, sur les outils, on n'a pas d'outils miracle. En fait, le combo Slack, Notion ou WhatsApp, Notion. Et ça, peut-être qu'on y reviendra. Je peux avoir une ou deux questions là-dessus, mais j'aimerais justement aller jusqu'au bout d'un projet. Ouais. Et puis, et après, peut-être vous pourrez nous donner un ou deux exemples. Étape 1, design thinking, c'est comprendre ce que le client il veut et ce que les users attendent, et montrer aux donneurs d'ordre que nous, on a compris ce qu'ils voulaient. Étape 2, c'est les étape 2, les wireframes. wireframes. Étape 3, le design. Design Figma. Donc là, c'est de produire toutes les maquettes, voir un petit prototype sur Figma. Toujours pareil pour valider que la charte graphique, le design, l'ambiance, la philosophie. Alors, il y a un truc, c'est très étonnant, enfin, c'est pas du tout étonnant, mais c'est pas intuitif au départ. On a l'impression que le design web, c'est le design web, et en réalité, on se rend compte qu'il y a plein de gens, on a vu plein de gens dans le design qui sont forts en design web, mais qui font du design web de site vitrine et qui font pas de l'applicatif. En fait, le design applicatif, autant le site vitrine, c'est important d'impacter, t'arrives sur un site, tu te prends un coup de poing émotionnel un peu, c'est assez fort, c'est très marquant, etc. Si tu fais ça sur de l'applicatif, les gens ils vont pleurer du sang. Et la distinction que je ferais peut-être, c'est que un site vitrine a un plus fort enjeu d'UI, c'est-à-dire vraiment de design, de à quoi ça ressemble, la couleur, le machin, alors qu'une application a un plus fort enjeu d'UX, où là ça va être l'ergonomie et puis les parcours, etc. quoi. Exactement. Même si bon, les deux, on est dans les deux, mais c'est pas... Donc voilà, étape 2, c'est la construction et la validation du Figma. Et puis une fois que les plans sont validés avec le client, on attaque la construction. Le dev. Les devs, est-ce qu'il y a des chefs de projet il y a quelqu'un qui est en charge de... Il y a un product management qui est là pour gérer les visuals. Justement ces différentes étapes. Exactement. Et qu'est-ce qui est donné aux devs est-ce que vous leur donnez juste le Figma? Est-ce qu'ils ont la liste des user stories? Le Figma et puis le product qui va faire les briefs pour être certain que le dev a bien compris et la philosophie et le travail qu'il y avait à faire. Mais généralement avec le design quand même ça valide peut-être 90% du besoin. Après c'est savoir le bouton, est-ce qu'on l'affiche, si la personne elle est admin ou pas. Bon, ben ça on le rédige dans des cards Notion. D'accord. Mais c'est vrai que le Figma maintenant on est quand même capable d'aller tellement loin en termes de design. Là ils ont rajouté des fonctionnalités. Bientôt on fait du design Figma, sur un bouton on a un site web quoi. Ouais, c'est clair. Et on n'en est pas loin, hein. Je pense que dans les prochains mois je pense qu'il doit manquer peut-être 10-15%, mais Figma to Webflow c'est imminent quoi. Donc toutes les personnes en interne sont formées aussi sur Figma, donc elles comprennent comment fonctionne Figma, donc elles sont capables d'aller récupérer les couleurs, les pictos, la notion de commentaires, etc. Les collaboratifs, donc c'est le bouton même de demander est-ce que celui-là ici s'affiche là ou là, si ça n'a pas été spécifié. Exactement.
Donc, en Ok. fait, ça marche assez bien comme ça. Donc le dev à 2 en général. Le dev en général à 2. Les visios avec le client qui sont de plus en plus fréquentes à mesure qu'on approche de la livraison. C'est-à-dire qu'au départ, au départ, on construit le truc, on part de zéro, c'est les fondations, c'est tout ça. Donc ça sert à rien de lui dire voilà, regarde les fondations, il n'y a rien qui marche. Bon, c'est pas très intéressant. Donc au départ, pas trop de visio quand le dev est lancé. Et puis au plus on se rapproche, au plus on commence à faire un teaser en lui disant tiens, regarde un peu comment ça. On fait pas tester trop vite parce que si on fait tester et que c'est pas fini, il va nous faire remonter plein d'erreurs. C'est normal. Que c'est vous pas savez, fini. ouais. Mais l'idée, c'est d'être le plus transparent possible. Et puis, Bubble, c'est bien pour ça, parce que très très vite, tu peux donner un accès à ton client, il peut voir ce qui se passe, il est content, il voit le chantier qui avance, il peut jouer un peu avec son app. Le jour de la livraison, de la mise en prod, voilà, qui est toujours... Est-ce qu'il y a une phase de recette? Est-ce qu'il y a un... Comment ça passe? Enfin, tu vois, bon, c'est un terme un peu traditionnel, on va dire, de le moment où le client il teste et puis vous dit c'est bon, on peut mettre en prod. Les 10-15 derniers jours avant la livraison en interne, c'est toute l'équipe qui va jouer un peu le jeu, de tester l'app, de regarder, de faire les petites mises au point, de dire attends, il y a un petit décalage en front, il y a des petits bugs graphiques, parfois des bugs de fonctionnement qu'on va corriger. Ensuite, très souvent, on propose post-livraison à notre client de faire un premier test avec des clients de premier cercle ou des copains ou des machins pour valider pendant aussi 10-15 jours que globalement le truc marche, que ça répond aux besoins, que les users arrivent à se servir de l'app comme il faut, que les user stories sont respectés, etc. Et puis après, une fois que tout le monde est au vert, on passe sur le grand lancement commercial ou en tout cas... Et vous assurez ensuite la maintenance. Est-ce que, enfin avant cette question-là, même, est-ce que une fois que c'est livré, vous avez beaucoup de bugs après? Est-ce que vos projets livrés reviennent vous hanter je parle de ça parce que moi, c'est un truc qui m'a un peu traumatisé aussi avec la gestion d'une agence. Je trouve que c'est hyper dur de finir un projet. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, avec les 80%. Je trouve qu'on dit souvent, dans le site web, tu as les premiers 90%, puis après, tu as les derniers 90%. Quoi. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, on n'a quasiment jamais fait de maintenance. Maintenance corrective. Maintenance corrective. Voilà, mais tu vois, je veux dire, une fois que vous avez livré, en général, assurez pendant un mois, vous surveillez, tout va bien. On enchaîne sur la V2, quoi, parce que la V2, c'est tellement allongé dans la V1, on a 90 cards en disant il faut ça, il faut ça, il faut ça. Bah, du coup, on fait la V1 et en fait, on part de suite sur la maintenance évolutive. Et dans la maintenance évolutive, il y a de la maintenance aussi corrective parce que y a les bugs qui apparaissent. Ça, c'est vraiment... La partie produit, c'est toujours un mystère avec les clients, mais en fait, tant que le produit n'est pas lancé, il n'y a pas de test à 100%. Même un client, il va tester, on va lui dire, tiens, un test... hyper dur de tester. Fais-nous des retours, il va dire, non, ça marche, on le lance, et là, d'un coup, on se prend 10 bugs, et on se dit, c'est pas possible, on a lancé la même app. Oui, mais en fait, j'ai testé avec un utilisateur qui est... Bon, ok, en fait, non... Mais c'est hyper dur, hein. Franchement, moi, nous, à un moment, on faisait des cahiers de recettes où il y avait marqué tout ce qu'il fallait tester. Et puis, en fait, après, le mec, il signait un papier, un PV de recettes, quoi, pour dire j'ai testé. Parce qu'en fait, c'est hyper dur. C'est un métier, même dans les grosses boîtes, il y a des gens qui sont testeurs logiciels. Exactement. Parce que c'est dur d'être exhaustif. C'est dur. C'est impossible pour les devs de bien tester. Ça, c'est un truc que j'ai appris au fil du temps. En fait, on a tous un biais. On teste des choses logiques. Voilà, tu testes de la manière. C'est toi qui l'as conçu. Inconsciemment, tu vas tester de la bonne manière. Tu peux pas trouver les bugs. Alors, des fois, les clients, ils arrivent à te faire des trucs un peu bizarres qui font surgir des bugs. Mais souvent, c'est un peu le hasard parce que personne, ils n'ont pas la logique de dire ouais, je vais aller mettre des trucs bizarres, des points d'exclamation, des choses. Et c'est pas évident, hein, ça. Bah après, voilà, c'est tout l'enjeu aussi, je pense, dans une agence quand on grossit, de déléguer, mais de toujours assurer une qualité. Est-ce que vous avez des gens, justement, est-ce que vous avez un peu cette notion de qualité, QA, comme on dit des fois, de quelqu'un qui est en charge de ça, justement, ou est-ce que ça tourne, ou est-ce que, comment... Ça a été la cible stratégique, l'orientation stratégique de Rocky principale là, sur la dernière année écoulée. On est passé de 2 à 15 en 18 mois.
Enfin même moins que ça, en 12 mois. Et du coup, on s'est dit, comment on fait pour assurer que le travail, fatalement, à s'éparpiller, à s'étaler un peu plus avec dur des de livrer de la compétences. qualité, ouais. C'est difficile de garder la qualité et on ne veut pas que nos clients ressentent une perte de qualité. Donc comment on fait Donc, c'est là qu'on a décidé comme plein d'agences, de devenir aussi organisme de formation. C'est là qu'on a décidé de mettre en place en interne des séances d'auto-formation, des bonnes pratiques, tout un tas de... toute la philosophie Rocky, en fait, la manière dont on travaille et dont on pense que c'est la bonne manière de travailler, pour que tout le monde travaille un peu de la même manière, pour partager les connaissances, pour tout un tas de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous partagez en externe ? Est-ce que vous documentez un peu, je sais pas, sur un blog ou dans les trucs, justement, des bonnes pratiques, des choses comme ça, ou vous gardez plutôt en interne ? Non. Souvent, ça prend du temps. On n'a pas le temps. J'aime bien toujours demander parce que je trouve ça cool, quoi. Alors moi, je me lance là depuis le début de l'année à essayer de partager des ressources que je vois quotidiennement. Okay. Ça fait, je pense, depuis quasiment le début que moi, je suis un gros fan de faire de la veille, quoi, notamment de la veille Bubble. Et donc, j'avais mis ça en place au wagon où c'était le but du jeu, c'est un prof, il venait une fois par mois et il expliquait, je sais pas, alors, c'était sur du Ruby on Rails, donc on parle de GEM, des librairies, des choses qu'il avait pu voir mettre en pratique, et le pitcher en 1 heure. Et donc, en interne. Donc, que de l'interne. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, on fait ça. On appelle ça le mardi des rockers. Okay. Donc on fait ça le mardi. Et, donc les salariés s'appellent les rockers. Exactement. Les rockers et les rockeuses. Okay. Et du coup, l'objectif, c'est de faire une grosse veille, de montrer toutes les nouveautés et surtout, quand on voit des coquilles récurrents dans les projets, d'alerter tout le monde en disant « Attention, on a vu que sur tel projet, il y a eu ça. On sait qu'on peut l'optimiser de telle manière. On l'annonce à tout le monde. Partager à toute l'équipe. Et comme ça, s'il y a une personne qui a aussi fait cette coquille-là dans son projet, elle va le corriger. Donc, on le fait 2 fois par mois. Okay. Et l'objectif, voilà, ça dure 1 heure. Et c'est vraiment que les gens montent en puissance sur cette partie-là. Okay. Ça, c'est hyper important, là, ce que tu viens de dire, le partage de la connaissance, des erreurs et tout, éviter de reproduire. Ça, c'est hyper fréquent, en fait. Là, quand tu le dis, je sais pas, moi, ça paraît évident. Mais franchement, pour l'avoir vécu, même nous aussi, on a eu cet écueil. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas été capable. Il y a une équipe qui a eu un bug sur un projet, une mauvaise pratique qu'ils ont fait. Et puis 2 mois après, tu as d'autres devs sur un autre projet qui vont reproduire la même chose. Je me dis, putain, mais en fait, on n'est pas bon. On n'a pas pris le temps. Et donc, partager les fails, les trucs et tout comme ça, c'est hyper important. Alors, maintenant, au début, on ne le faisait pas. Maintenant, à chaque fois qu'on fait un mardi des rockers, on se filme. Comme ça, au moins, toutes les personnes qui arrivent dans l'agence sont capables d'aller voir l'historique, les D-Live avec toutes les ressources. On a aussi instauré, ça c'est plus Romain qui fait ça, un workshop par mois sur des thématiques diverses. Donc, je sais pas, le dernier en date, c'était l'utilisation de Postman pour que les gens comprennent vraiment bien comment ça marche, pour tester les API rapidement, au lieu de les tester directement dans Bubble, les tester sur Postman et que ça aille beaucoup plus vite. Donc, on essaie de se mettre des grandes thématiques comme ça 1 fois par mois pour faire monter. Le but du jeu, c'est de toute façon de tirer tout le monde vers le haut, que tout le monde ait des compétences à 360 pour répondre à l'ensemble des projets. Excellent. Super intéressant, plein de bons conseils déjà dans tout ça. J'avais une question qui vient de m'échapper. Oui, non, si, juste un peu en termes de modalité, vous êtes plutôt... tout le monde est dans les bureaux. Est-ce que vous faites un peu du remote ? Est-ce que vous avez une approche un peu hybride ? Est-ce que vous en êtes tout par rapport à ça ? On est persuadé que l'agence, elle fonctionne mieux si les gens sont là. Ouais. Parce que d'être à côté, d'entendre les discussions, de comprendre quelqu'un qui est frustré et de comprendre pourquoi et d'entendre le mec du bureau d'à côté venir l'aider. Tout ça, inconsciemment, ça apporte beaucoup et ça permet à tout le monde de progresser. Maintenant, on n'est pas non plus des tyrans du travail au bureau. Donc, vous recrutez principalement des gens à Marseille. Oui. Et après, les gens à Marseille peuvent faire du télétravail. Ça, c'est devenu commun, je pense. On ne recrute que des gens qui peuvent être au bureau au moins une majorité du temps, 3 ou 4 jours par semaine. Ok. C'est tellement plus facile. Est-ce que... moi, je suis assez d'accord. Moi, j'adore aller au bureau et tout. J'aime bien la flexibilité. En fait, moi, je crois pas au full... c'est pas que nous, on est full remote, donc je vais pas dire je crois pas au full remote, mais je trouve que c'est, d'un point de vue humain, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aime bien le côté hybride. C'est-à-dire, je pense qu'il faut savoir travailler en remote. C'est notamment dans des cas de pandémie ou parce que ça permet, si quelqu'un doit aller 1 semaine ou 2 mois à l'étranger pour une certaine raison, rien ne s'arrête, quoi.
Néanmoins, moi, je trouve ça chouette de venir au bureau et je suis assez d'accord qu'il y a plein de bénéfices. C'est un équilibre. On est très content, Kylian et moi, de faire une journée remote dans la semaine, de temps en temps. Ça nous fait beaucoup de bien aussi. Est-ce que vous diriez que ça vous limite en termes de profil j'ai l'impression que vous n'avez pas de problème de recrutement, mais est-ce que des fois vous êtes dit, ah bah tiens, merde, ce mec ou cette meuf, elle avait l'air géniale, mais elle est à Nantes, et puis donc tant pis. Alors, je dirais, on a aujourd'hui une chance, c'est d'habiter à Marseille. Ouais. Et que depuis, on va dire, la pandémie, il y a de plus en plus de talents qui en ont marre de travailler à Paris et qui descendent. Et donc, je pense qu'il y a 10 ans en arrière, oui, on avait moins de profils parce que tout le monde montait à Paris, parce que toutes les boîtes étaient là-bas. Je pense que c'est un peu moins vrai maintenant, où on a quand même beaucoup de Parisiens qui descendent, qui ont fait des grandes écoles ou pas, qui ont juste envie d'avoir un cadre de vie différent. Et donc, ça amène quand même du flux de Paris et des autres grandes villes dans le sud. Donc, au final, on n'est pas tant limité que ça par les types de profils. Donc, non, là-dessus, on n'a pas encore atteint la limite. Après, Marseille, c'est très bizarre, c'est qu'on fait tout se passe en bouche à oreille. Donc, voilà, c'est des connaissances. On a quand même pas mal de gens du wagon. Je crois qu'on est 4 ou 5 du wagon. Mais ouais, non, pas de limite, quoi. Ok. Est-ce que, pour finir rapidement, j'ai une ou deux questions. Donc on a compris un peu sur les types de projets, je pense. En tout cas, vous disiez des projets assez courts. Est-ce que c'est plutôt des sites web, des apps? Et du coup, je vais mettre une autre question. J'ai apporté une petite correction. Ouais, parce que, on parlait de... Tout à l'heure, on est passé un peu vite dessus et j'ai l'impression que je ne suis pas sûr qu'on ait compris la même chose. On fait des projets courts. En fait, on fait des sprints de V1 courts. En revanche, je disais tout à l'heure, on n'a quasiment jamais fait de maintenance corrective parce qu'on fait du dev continu. C'est-à-dire qu'avant même de faire une V1, on explique à nos clients qu'une app, sa vie, c'est pas comme un site web. Le site web, tu le prends, tu le construis, tu le mets en prod, puis après, tu ne touches plus pendant un an parce que globalement, il se passe pas Est-ce que tu veux donner peut-être un des exemples justement d'apps que vous avez fait? Parce que vous, tu dirais, ce que vous faites, c'est des apps principalement, sans parler je vais prendre notre exemple apps, le plus parlant. C'est une startup australienne qui s'appelle PropHero. Qui connaît un succès planétaire du coup, qui est pas loin d'être une licorne certainement. On a démarré, on a fait une V1 en 2 mois avec Kylian. C'était vraiment au tout début. Ils étaient deux. Tu peux dire ce que c'est? Oui, c'est PropTech, donc ils sont dans l'immobilier. Ça veut dire prop, c'est l'immobilier, d'accord. C'est l'immobilier. Il y a des tours en tech maintenant. Je connaissais pas. Et le business model, il est assez simple, même si au demeurant, il peut paraître un peu étonnant. Vous payez $10,000 pour accéder à l'application. Et pour ce prix-là, vous avez une équipe de gestion qui va s'occuper de trouver un bien immobilier dans lequel vous pourrez investir, qui vont s'occuper de... En fait, c'est comme une conciergerie de luxe pour l'investisseur, c'est-à-dire qu'ils vont aller chez le banquier à votre place, ils vont aller chez le notaire à votre place, ils vont s'occuper de faire les travaux s'il y a des travaux à faire, ils vont trouver des locataires, ils vont gérer le locataire. Et alors, à quoi ressemble ce que vous avez produit pour eux? Ça ressemble à un mix entre Airbnb, un outil de gestion de projet, un outil de gestion de patrimoine. Voilà, je pense que c'est allé très vite, mais c'est assez représentatif. On est sur une app, j'allais dire interne, mais pas vraiment interne, mais c'est un truc, c'est une fois que tu as payé, tu es dedans. Exactement. Et c'est un truc où il n'y a pas 20 000 utilisateurs, j'imagine. C'est un truc assez... Et donc, ça permet d'organiser toutes ces choses que tu disais, la recherche de locataires, le machin, les bails. C'est un outil qui vient entre l'utilisateur, le client, celui qui paye les $10,000. C'est une interface de gestion de projet, d'un achat immobilier et plus largement maintenant de la gestion d'un patrimoine immobilier entre l'entreprise PropHero et ses clients. Et donc pour revenir sur la manière dont on fonctionne, on a travaillé 2 mois, on a livré une V1. Le 3e mois, ils ont fait une levée de fonds de $2 millions. Du coup, on a travaillé en régie et c'est comme ça qu'on travaille avec quasiment tous nos clients. C'est pour ça que c'est un bon exemple. Donc, on fait de la régie derrière. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, une app, ça vit. On a fait une V1. La V1, elle faisait que la partie, on va dire, Airbnb, mais elle faisait pas tout le reste. Donc, on dit, voilà, 10 jours par mois. Mais est-ce que vous saviez que vous allez faire la suite? Non, vous aviez signé pour cette V1 à la base. On a signé pour la V1 à la base. Et une fois que et ça se passe quasiment sur 100% des projets. Pendant qu'on fait la V1, on a dans le backlog, c'est-à-dire dans l'outil de gestion de projet, notre Kanban, on a une colonne V2 parce que pendant qu'on fait la V1, on est d'accord que la V1, on a déjà un périmètre qui est fini, on a fait nos wireframes. Donc dès qu'on veut rajouter un truc, c'est plus V1, c'est V2. Et en règle générale, quand on finit la V1, on a une colonne V2 qui est pleine à craquer.
Et du coup, on dit, OK, voilà, elle est pleine à craquer, ça, on peut le faire. Vous voulez qu'on le fasse lentement, moyennement vite, très, très vite. Ce à quoi on va dire, OK, on va mettre quelqu'un 10 jours par mois, pardon, ou 20 jours par mois, ou 40 jours par mois, ou Ce qu'on appelle de la régie. de la régie, exactement. Et donc, on met en place du jour homme, et c'est comme ça qu'on est passé de 2 à 15 personnes. C'est que petit à petit, on avait besoin de plus de jours hommes sur tel projet. On a recruté, formé, à l'issue de la formation, on rajoute comme ça petit à petit les gens sur le projet. Et puis, on récupère un nouveau projet. Et l'idée, c'est dans la stratégie de l'agence, c'est de s'assurer d'un chiffre d'affaires qui soit le plus récurrent possible. Mmh. Et donc, quand on sait qu'on a 10 projets qui font chacun 10 jours hommes par mois, ça nous fait du coup 100 jours hommes dans le mois, 100 jours hommes facturés à... Et ça aide vachement à lisser aussi le staffing, je ne sais pas comment le dire, mais le fait c'est la difficulté principale quand on est en agence, c'est d'avoir suffisamment de monde pour pouvoir produire tout ce qu'on a à produire. Mais pas trop pour avoir personne sur le carreau. Ouais. Et en même temps, il faut avoir un peu de bande passante si jamais il y a un nouveau projet qui rentre. Ouais. Et si jamais il y a des projets qui sortent, d'un coup, on se retrouve avec 3 personnes en trop, comme on fait. C'est donc, c'est ce que je trouve extrêmement dur. L'équilibre est très difficile, c'est celui-là. C'est pour ça que il faut augmenter petit à petit. Et c'est aussi pour ça qu'on a changé de stratégie commerciale. On s'est doté d'une stratégie commerciale parce qu'on n'en avait absolument aucune. Initialement, c'était très facile. 2021-2022, très facile, l'acquisition. On transformait 100% de ce qu'on faisait. On parlait aux gens, on leur disait tiens, un devis, ils disaient tous oui, les gens. Okay. Et puis en 2023, d'un coup, c'était plus du tout pareil. Je pense qu'on ressent tous un peu la même chose. Je pense que c'est un sentiment qui est pas mal partagé. Moins d'argent, moins de visibilité économique. Donc tout le monde fait un peu plus attention. Et donc au départ, on ne fonctionnait qu'en bouche à oreille. Et depuis 8 mois, on est très content. On a investi. On travaille maintenant avec un commercial qui est d'ailleurs notre premier client, qui a quitté sa boîte et qui maintenant bosse pour nous. Mathieu. Mathieu, voilà, que tu connais. Et Mathieu, il fait du super taf. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est en train de rentrer des deals de manière beaucoup plus régulière. Et du coup, on commence à avoir quelqu'un qui est dédié à ça, qui est focus à ça. Puis en plus, c'est une question de mindset, de commercial. Il faut. Voilà. Surtout qu'on n'aime pas trop faire ça avec Kylian. On n'est pas trop bon. On n'est pas là pour dire on est super fort, on n'est pas avec nous. Et lui, c'est difficile d'aimer faire des choses et d'être commercial et tout. Moi, je trouve qu'il y a un vrai truc, et ça, c'est aussi un truc que je trouve qui est difficile dans les modèles d'agence, c'est que c'est difficile pour la personne qui fait de vendre. Parce que tu n'as pas envie de vendre des trucs que tu n'as pas envie de faire ou que tu as un biais forcément. Là où le commercial, normalement, dans une boîte, il ne va pas mettre ses collègues dans l'embarras. Mais quand même, il va un petit peu aussi. Il doit vendre des trucs. Donc, on ne peut pas non plus avoir tous les états d'âme des développeurs qui, par essence, en tout cas dans les devs traditionnels, trouvent que toujours tout est trop compliqué, et même si après ils adorent le challenge et tout, mais il y a toujours ce truc aussi au début, tu vas voir, tiens, ça tu sais faire, ah bah non, je sais pas, c'est compliqué et tout, tu reviens le lendemain, les mecs qui l'ont fait, mais y a le commercial, lui il sait pas quoi faire, lui c'est compliqué, donc ça c'est cette balance, elle est difficile, mais c'est cool si vous avez trouvé un bon équilibre. On est content d'avoir fait, et surtout on est content d'avoir fait au bon moment, parce que le bouche à oreille, quand on est 15 personnes et qu'il faut payer 15 salaires à la fin du mois, dès que le bouche à oreille marche moins bien, ça fait bizarre. Ouais. Super intéressant. Est-ce que, pour terminer, on va devoir s'arrêter là, parce que c'était hyper intéressant, franchement tout était intéressant. Est-ce que vous avez envie de donner chacun peut-être un conseil, peut-être à des gens qui voudraient se lancer en agence, parce que moi je le sais, en tout cas dans la communauté NoCode, il y a plein de gens que ça fait un peu rêver. Je ne sais pas si ça les fait toujours autant rêver après avoir écouté ce qu'on s'est dit. Alors après, je pense que là, vous avez partagé plein de choses et globalement, j'ai l'impression que tout s'est bien passé. Donc, c'est pas forcément le cas de toutes les agences. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir justement des exemples comme ça et plein de bons enseignements. Mais peut-être, je sais pas, un dernier conseil ou un dernier truc auquel faire attention. Je sais pas, Romain en premier ou Kylian, non, je sais pas. Allez, je me lance. Pour moi, vraiment, c'est l'amour du produit qui fait vraiment toute la différence. Il y a un client, il nous a dit c'est trop cool de vous avoir, j'ai l'impression d'avoir un business partner. Et en fait, moi, à chaque fois que je suis des projets, donc je suis aussi product dans la boîte et je suis des projets régulièrement,
Dès que je vois une news le week-end, je vais faire une capture d'écran, je vais l'envoyer au client. Dès que je vois une levée de fonds d'un concurrent, je vais faire une capture d'écran, je vais l'envoyer. Dès que je vois une fonctionnalité qui pourrait l'intéresser, je me dis tiens, ça pourrait l'intéresser. Et en fait, vraiment de presque tomber amoureux du produit de son client. D'être dans la même équipe. Ouais, en fait, pour moi, c'est si son projet meurt, bah, j'ai plus de projet, quoi. Donc, ça me ferait chier parce que ça fait X mois ou X années qu'on s'investit dedans. Et en fait, d'être avec lui quotidiennement, ça nous est arrivé même de recruter un designer pour lui. Donc, j'ai passé un entretien d'embauche pour faire ce qu'on fait nous en interne du design. Et maintenant, c'est eux qui le font. Mais parce que voilà, on a vraiment cette relation-là. Donc, tomber amoureux du produit de son client, je pense que c'est une belle axe de progression avec lui, quoi. Comment tu fais si le produit ne t'inspire pas ou tu prenais pas le projet? Franchement, là, je prends l'exemple d'un produit, c'est ressources humaines. Donc, c'est pas hyper sexy. Ce recrutement, c'est toujours pareil. Des candidats, des jobs, des Kanban, etc. En fait, tu peux toujours tourner les projets. C'est pas en fait le projet, c'est plus la personne, l'équipe. Oui, c'est ça. Ça peut être le client en lui-même, finalement. Ouais, tu vois, on a des projets, on fait de la gestion de déchets. Tu vois, Non, mais parce que le client il est trop sympa, il a envie de faire des choses, il donne envie. On leur demande de nous partager aussi leur roadmap, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans 6 mois, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans 1 an, combien ils ont recruté de personnes. Et en fait, ils nous embarquent, on fait un peu partie de l'équipe, même si on reste des prestataires, on fait partie quand même de l'équipe et ça c'est vraiment hyper gratifiant, quoi. Trop bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Atténuer la relation prestataire-client, ce truc-là. Il y a dans le manifeste agile, moi je suis un agiliste convaincu, il y a un truc qui dit, une des 4 valeurs qui est, je ne connais pas par cœur, mais de privilégier l'interaction humaine. Non, attends, je vais dire une connerie. Par rapport à la négociation contractuelle. Tu vois, et en fait, pour moi, c'est exactement ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'agences qui se protègent par rapport à leurs clients avec des contrats et tout, parce qu'en fait, ils prévoient déjà que ça va mal se passer. Mais nous, on n'a pas de contrat typiquement. Tu peux pas. Le client, je pense que des fois, il faut en faire aussi, mais bon, c'est. Mais tu vois, voilà, on part de ce principe-là, de s'il a envie de partir. On bosse avec des gens, on va être dans la même équipe. Et tu comprends, hein. Je couperai. Non, mais voilà, après, on fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fonctionne en bouche à oreille, c'est qu'on fait confiance à. Mais tu vois, c'est ça le plus important. Faire confiance, ça n'empêche pas de faire un petit contrat, mais faire confiance aux gens et se dire, on est dans la même équipe, tu vois, et pas juste vous nous donnez de l'argent. Ça change tout. Ouais. Et si demain, ils doivent s'arrêter avec nous, c'est comme s'ils devaient licencier quelqu'un, quoi. Donc, ça. Je suis assez d'accord. Rapidement, Romain. Très rapidement, mon conseil, si vous avez envie de créer une agence, démarrez par le freelance. Faites-vous 1, 2, 3, 4, 5 expériences réussies de freelance d'abord. Et une fois que vous avez un peu défrayé le chemin, lancez-vous en agence. Qu'est-ce que vous pensez des collectifs ? Il y a toute une mode là, des collectifs. Justement, tu as un peu ce truc de structurer un peu les freelances. On devait arrêter, mais je relance une question. Non, parce qu'en fait, je sais pas, j'y pense, et tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi je suis 100% d'accord, on l'a dit au début. Néanmoins, je trouve que c'est, après, le structurer une agence, et là aussi, c'est pareil, d'être vraiment dans la même équipe. Tu vois. C'est difficile de répondre parce qu'on l'a jamais vraiment vécu. Ouais, c'est pas... maintenant, on est en train de le vivre, mais alors, c'est pas des collectifs de freelance, c'est des collectifs d'agence. Mais je pense que finalement, sur la forme, c'est un peu pareil. Où on se dit attends là je vais travailler avec une agence de DA qui va s'occuper de telle et telle partie, et puis nous on va faire que l'intégration, et puis eux ils vont faire que le Webflow, et nous on fait que le Bubble, et on travaille tous les 3 ensemble parce que chacun on est bon dans ce qu'on fait. Et... Je vois ce que tu veux dire. Après c'est aussi ça, c'est un peu un rapprochement stratégique, tu vois, là où le collectif, il y a ce côté très souple de... Enfin voilà, tu vois, moi personnellement, enfin je vais donner mon avis, je pose la question, mais tu vois, je trouve que c'est là où ce que j'aime bien le côté agence, tu vois, justement quand une fois que tu t'associes vraiment, tu vois, c'est quand même quand tu t'es associé de la même boîte et après que tu as des collaborateurs, et là on est vraiment tous dans le même bateau. Tu vois, alors que le collectif, je trouve ça un peu ce truc, genre un peu un pied dans le bateau, mais bon, tu vois, c'est pas trop. Mais bon, je sais pas, après, il y a des super collectifs. Je pense que les collectifs, au final, ils commencent à se structurer, et tu as un chef de projet qui va piloter les... Tu vois, oui, ils facturent différemment, chacun de leur côté, mais au final, ça reste quand même une sorte de mini-agence déguisée. C'est clair, tu vois, c'est pour ça, mais je trouve que c'est super pour commencer, tu vois. Mais c'est top. Bien de se dire, si ça marche bien, autant allons-y vraiment, quoi. Mais bon, ça dépend des histoires. Il doit y avoir des avantages, des inconvénients, comme dans tous les types d'organisations. Où est-ce qu'on vous suit ? Pour terminer, si les gens veulent vous contacter,
Parce que... Moi, sur LinkedIn, du coup, vous tapez Kylian, avocat-Benant, j'ai une casquette. Je mettrai de toute façon les liens, hein, mais je mettrai le lien vers ton LinkedIn. C'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit, et c'est là où, depuis le début de l'année, j'essaie de partager un peu et des ressources et la vie un peu de la boîte. Donc, c'est intéressant de te suivre, vraiment pas juste être en contact sur LinkedIn. Quoi. Et toi, moi, je suis un peu moins actif sur les réseaux sociaux. J'ai un LinkedIn qui est fonctionnel, sur lequel les gens me contactent. Et pour la société, si des gens veulent tester cette fameuse bouteille à la mer, ou des choses comme ça, s'il y a des gens que ça inspire et qui disent j'aimerais bien aller bosser chez Rocky. On a un site web qui est en cours de création et sur lequel on a un lien de contact. Si jamais il faut nous envoyer un truc. Je mettrai tous les liens. Ou en directement, on enverra le lien de la bouteille à la mer. Les gens motivés, normalement, ils arriveront à vous contacter. Exactement. Mais bon. C'est la première étape. Super, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Eh ben, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.